Bienvenue dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un univers pour le moins dérangeant. Oui, tout à fait. Celui du collectif artistique slovène Laibach et du mouvement Neue Slowenische Kunst, le NSK. Et pour le guider, on s'appuie sur une source vraiment essentielle, le livre Interrogation Machine d'Alexei Munro. Un livre fondamental pour comprendre ce phénomène, oui. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer une méthode artistique radicale. Comment un groupe peut-il aller jusqu'à utiliser l'imagerie totalitaire, nazie, stalinienne, Les plus sombres, oui. non pas pour en faire l'apologie, mais pour la critiquer de l'intérieur. Et surtout, pourquoi ça nous met si mal à l'aise? C'est une sensation presque d'abjection. Je crois que la clé de tout, c'est un concept qui peut paraître un peu contre-intuitif. C'est ce qu'on appelle la suridentification. La suridentification. Voilà, ce n'est pas de la satire, tu vois, qui se moque à distance. C'est vraiment l'inverse. La stratégie de Laibach, c'est de prendre l'idéologie au mot, de l'incarner plus sérieusement qu'elle ne le fait elle-même, D'accord. jusqu'à l'étouffer en quelque sorte par excès de zèle. Donc, si je comprends bien, c'est pas une parodie. C'est une sorte d'imitation tellement parfaite, tellement zélée, qu'elle en devient monstrueuse. C'est ça. Et le système qu'elle imite finit par révéler sa propre violence cachée. C'est bien ça, hein? C'est exactement ça. La frontière entre la critique et la complicité devient complètement floue, et c'est là que le malaise s'installe. C'est un concept puissant, mais ça reste un peu abstrait. On a un exemple concret, un moment où cette stratégie a vraiment fait exploser le système. Ah oui, l'exemple le plus spectaculaire, c'est le scandale de l'affiche dès 1996. Le collectif New Collectivisme, qui est une branche de NSK, participe à un grand concours national en Yougoslavie. Ok. C'était pour créer l'affiche de la Journée de la Jeunesse, une célébration du maréchal Tito. Et ils gagnent. Jusque-là, tout va bien. Sauf que peu après, on découvre que leur affiche est une copie quasi identique d'une peinture de propagande nazie de 1936. Pardon? Oui, une œuvre de Richard Klein, le Troisième Reich. Ils ont simplement remplacé les symboles nazis, donc la croix gammée, l'aigle, par les symboles de la Yougoslavie socialiste. Attendez. L'étoile rouge et le drapeau national? Exactement. Et ils ont remporté un concours d'État avec une œuvre de propagande nazie à peine modifiée. C'est une bombe politique. Une bombe absolue. Et l'analyse de Monroe, c'est que ce geste a révélé une vérité que personne ne voulait voir. Laquelle? La parenté esthétique, la continuité structurelle entre l'art du réalisme socialiste et l'art totalitaire nazi. Ils ont montré que les symboles sacrés de l'unité yougoslave pouvaient s'insérer sans aucune friction dans un cadre visuel fasciste. C'était une violence symbolique inouïe. C'est ça. Incroyable. Mais Laibach, c'est d'abord un groupe de musique. Est-ce qu'on retrouve cette même stratégie, cette même provocation dans leurs chansons? C'est là que ça devient peut-être encore plus dérangeant. Prends leur reprise de Queen, One Vision, un tube planétaire, une chanson sur l'unité. Oui, je vois très bien. Laibach la transforme en Geburt einer Nation, naissance d'une nation. Il la chante en allemand avec une orchestration martiale presque wagnérienne. Ouais. Et l'effet, c'est quoi? L'effet est terrifiant. Soudain, les paroles originales « One flesh, one bone, one true religion », Une seule chair, un seul os, une seule vraie religion. elles résonnent d'une manière complètement différente. On réalise qu'elles sont structurellement identiques au slogan nazi « Ein Volk, ein Reich, ein Führer ». C'est absolument glaçant. Laibach nous suggère que le grand concert de rock, avec son culte du leader, la communion de la foule, c'est une forme latente de rassemblement fasciste. Ça veut dire qu'il révèle une sorte de squelette totalitaire qui était déjà là, caché dans un tube que tout le monde adore. C'est précisément l'objectif, dévoiler ce qui est caché à la vue de tous. On ne peut plus jamais l'écouter de la même manière après ça. Non. Et cette ambiguïté radicale, forcément, ça a provoqué des réactions extrêmes. J'imagine. Comment est-ce que ça a été reçu en France, par exemple, où le débat intellectuel est souvent très polarisé? Le livre explique que ce fut un cas d'école. La culture intellectuelle française est habituée à des engagements politiques clairs. On est pour ou on est contre. Oui, on aime bien les cases. Voilà. Et là, impossible. Du coup, une partie de la gauche les a immédiatement qualifiés de néo-nazis, tandis que certaines franges de l'extrême droite ont cru, à tort, avoir trouvé des alliés. Donc, en refusant de donner une réponse claire, ils ont forcé tout le monde à révéler ses propres angoisses, ses propres biais idéologiques. Exactement. Ils ont agi comme un révélateur des névroses politiques locales. C'est diaboliquement efficace. Alors, au final, si l'idée n'est pas de dire que Laibach est fasciste, qu'est-ce que tout cela signifie? Quelle est la conclusion de Monroe?
La conclusion, qui est très influencée par le philosophe Slavoj Žižek, c'est que Leibach rend visible ce qu'il appelle le surmoi obscène. Le surmoi obscène. C'est-à-dire cette part de violence, de jouissance un peu inavouable, sur laquelle toute idéologie repose, mais qu'elle doit absolument cacher pour paraître respectable. Leibach ne fait que jouer cette mélodie absente de l'oppression qui tourne en boucle derrière le discours officiel. Il nous force à regarder le visage caché et monstrueux de l'autorité. Voilà. Et ça nous amène à une pensée pour la suite. Hmm. Le livre de Monroe, tout comme l'art de Leibach, fonctionne comme une machine d'interrogation. Il ne donne pas de jugement moral. Si leur art est un miroir qui nous est tendu, alors la question finale n'est peut-être pas de savoir ce qui est montré dans ce miroir. Ouais, mais plutôt de se demander pourquoi on trouve son reflet si insupportable à regarder.